Alors, peut-être avant la séance, oui, Gaspard, on peut peut-être commencer par raconter le rapport à la commande, parce que pour le coup, la particularité de ce film dans ta filmographie, c'est qu'il y a une commande derrière, il y a une collection presque. Le rapport des gens au cinéma, aux études de cinéma, au travail, l'équipe, à la production, chaque réalisateur a sa propre histoire. Des fois, il y a des gens qui ont fait que des courts-métrages toute leur vie et qui sont des génies du cinéma qu'on connaît sans cœur. Il y a d'autres gens qui ont fait des centaines de longs-métrages qui sont aussi les uns que les autres. Il y a des gens qui ont fait des longs-métrages super longs qui sont parmi ce qu'il y a eu de plus beau dans le cinéma français, comme Jean Eustache, et qui ont enchaîné après sur des courts-métrages. Voilà, un film est un film à partir de 1 minute jusqu'à 10 heures, tout est du cinéma. J'ai fait, quand j'étais à l'école de cinéma, et après j'avais fait des courts-métrages comme tout le monde, en espérant un jour avoir plus d'argent. C'est pas qu'on veut faire des films plus longs. On sait juste si on fait des films plus longs, on nous payera plus, si on peut aller en boîte, dépenser l'argent, avec des amis, on fait des films. Et du coup, c'est pas du tout la durée du film qui est un problème pour le cinéphile, c'est juste le retour sur le temps passé. Et effectivement, si on rentre dans l'industrie du cinéma, on arrive à être salarié, à avoir des avances et on arrive peut-être à plus avoir des problèmes pour payer son loyer et peut-être même s'acheter des DVD, des affiches de cinéma, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens aiment faire des longs métrages. Et aussi, si vous faites des longs métrages avec des stars, comme les stars sont très payées, vous pouvez toujours dire le réalisateur, il n'y a pas de raison qu'il reçoive moins que les stars. Et du coup, beaucoup de réalisateurs font des films avec des stars pour cette raison-là. Et dans ce cas, je n'avais pas du tout prévu de faire ce film ni avec des stars ni sans stars. C'est que il y a 2 ans, j'ai fait un film qui s'est fait en 4ème vitesse qui s'appelle Climax. J'ai eu une idée de faire un documentaire sur des danseurs au mois de janvier. J'ai proposé à Wild Bunch, à Rectangle, mes coproducteurs du film d'avant, Love, est-ce qu'on peut faire un documentaire fiction? Et je vais faire un truc avec des danseurs. Et ils m'ont dit oui, à hauteur de 2 millions d'euros, on t'accompagne, tu le fais. Et après, j'ai fait un film en réalité et un film de fiction en plan de séquence, tourné on s'appelle de manière chronologique. Et on l'a préparé en 1 mois, on l'avait tourné en 15 jours. Et le résultat, il était bluffant, même pour moi-même, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Et du coup, 4 mois plus tard, il était à Cannes, il a eu un prix, et je me suis dit, qu'est-ce que je suis bon quand j'improvise. Les quelques films que j'ai fait, que j'avais préparés, ça avait été des échecs commerciaux, pas artistiques forcément, mais commerciaux. Et du coup, je me suis dit, tiens, je suis meilleur quand je fais des films comme Irréversible ou comme Climax. Il n'y a pas de scénario du tout, on tourne de manière chronologique et lui fait vite rendu, ça plaît à tout le monde. Donc, avec mon ego dopé par toutes ces expériences, je reçois un coup de fil d'Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la Maison de Saint-Laurent, qui me dit, tiens Gaspard, on s'est déjà rencontré un an avant, tiens Gaspard, tu veux pas qu'on boive un café, j'ai un truc à te proposer. On boit un café. 2 jours plus tard, il me dit oui, tu sais, on a déjà aidé des artistes, photographes, performeurs ou même artistes analystes à faire des petits films ou des petites performances ou des expos. C'est la Maison de Saint-Laurent qui a un projet qui s'appelle Self. On en a fait 3, est-ce que tu veux être le 4e? Je dis mais ça consiste en quoi? Il dit oui, je sais pas, on te finance un court-métrage. Et où est-ce qu'on peut montrer un court-métrage? Je dis comme pour n'importe quel film. 10 minutes ou de 10 heures, c'est le Festival de Cannes. Ah oui, c'est quand? C'est en mai, d'accord. C'est long de moi, mais ça te dirait de faire un court-métrage pour la Maison de Saint-Laurent. Donc je dis, bien sûr que oui, mais quelles sont les autres conditions? Quel est le montant? Il me dit, oh, mais c'est quoi le projet? Je dis, mais j'ai pas le projet. C'est quoi? Dis-moi le montant. Je dis, est-ce que c'est que le projet? Il me dit, non, mais est-ce que tu peux avoir des égéries de la maison? Égéries, c'est les gens qui sont comédiens ou top modèles ou autres, qui posent avec des vêtements. Et du coup, je dis, vous avez Charlotte Gainsbourg et Béatrice? Oui, je le fais avec elles. Et si elles sont dispo. Et il me dit, oui, on va les contacter, mais tu en veux d'autres? Je dis non, si on fait un film en 4ème vitesse à Paris, il faut que ce soit des gens à Paris, et L2, je les adore, je serais enchanté de travailler avec L2 si elles acceptent. Et voilà, c'est là. 3 jours après, je vais le voir. Et la vérité, c'est que, avant de prendre le métro pour le retrouver,
j'avais aucune idée de ce que j'allais lui dire. J'ai un rendez-vous et si on veut tourner un truc dans un mois, il faut que je dise tout de suite une idée. Et j'étais encore dans le métro en train de réfléchir. Et j'avais lu des bouquins de sorcellerie, il est arrivé au rendez-vous, il me dit ouais, alors t'as une idée? Oui, j'ai une idée, c'est Béatrice qui réalise un film sur la sorcellerie. Et c'est Charles Gainsbourg qui joue et tout part en couille sur le tournage. Et on pourrait le tourner, je dis oui, on peut le tourner tout de suite et ce sera peu pour Cannes. Le cinéma comme la politique, c'est que du bluff. On ne comprend pas comment certaines personnes sont retrouvées président des États-Unis ou de France, etc. C'est le bluff, ça paye. J'ai bluffé, lui, et il m'a cru. Mais la vérité, c'est qu'il y avait une telle bonne énergie de leur côté, du côté des comédiennes, et en plus j'ai pu rajouter au casting Carl Guzman, qui était le héros de mon film Love, et il y avait Abili que j'avais vu dans Mad Max et dans un autre film qui était Jerry de leur maison parce qu'il a fait des défilés pour eux, et d'autres amis en commun qu'on avait avec Anthony Vaccarello et des amis proches à moi. Et du coup je me suis dit tiens c'est bien, je suis financé pour faire une fête avec une caméra. Et par contre, le truc, c'est que je me suis dit, je vais faire, comme je vais faire, au climax, on filme tout de manière chronologique, on va improviser. On avait 5 jours de tournage avec un décor, et dès le premier jour de tournage, j'arrive, et c'était tellement pas préparé, je dis merde, mon ego, il était là-haut, là, je vais pas m'en sortir. Et du coup, j'ai tourné un plan de séquence de 5 minutes en pensant que le lendemain, je vais enchaîner sur les premières 5 minutes que j'avais fait pour climax. Et la vérité, c'est qu'au bout de cette première journée, les 5 minutes, elles étaient vraiment pas bonnes et on échoué. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire un film en plan séquence de 20 minutes. Et heureusement, quand on dort, la nuit, il porte conseil. Le lendemain matin, je me suis dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer dès le départ, avec plusieurs caméras. Moi, j'en tiens une, mon chef-op, il en tient une. Et le mec qui est censé faire le making-of à l'intérieur du film, qui est Tom Kahn, celui qui fait les génériques de mes films, il va avoir une troisième, donc on va faire un film avec 3 caméras, et après on va faire du montage, et même il y aura du split screen, et comme ça j'aurai du matériel. Je me suis dit, tiens, on va faire ça comme un documentaire. Et la vérité, c'est qu'effectivement, en changeant le concept, comme un fusil qu'on change d'épaule, j'ai changé le concept, et dès le lendemain, j'ai fait le film comme si c'était un documentaire, avec des gens qui jouaient leur propre rôle, mais comme s'ils étaient odieux, parce que Béatrice s'appelle Béatrice dans le film, mais c'est pas du tout... Il y a des trucs qui ne sont pas elle dans le film. Il y a Carl Guzman qui joue un horrible Carl Guzman. Et voilà, tout le monde porte son nom, mais tout le monde est l'image de tout ce qu'il déteste le plus au cinéma. Alors, on reviendra tout à l'heure. Vous reviendrez tout à l'heure avec Alan et Philippe sur le film lui-même. Mais puisque c'est Saint-Laurent qui est à l'origine du film, là tu as parlé essentiellement du casting. C'est Anthony Vaccarello, j'ai pas Saint-Laurent. Mais il y avait quand même aussi l'obligation de porter les costumes, par exemple. Ça faisait partie du contrat. C'est pas une obligation. Ce qui est bien avec Saint-Laurent, c'est que c'est une maison de luxe qui fait des vêtements de luxe très chers. À côté de ça, ils font des vêtements qui ressemblent beaucoup aux vêtements de ville habituels. Et du coup, ils ont un spectre très très large. Et parce que tout le monde est habillé en Saint-Laurent, mais vous ne le remarquerez pas du tout. Parce qu'effectivement, il y a un ou deux vêtements qui effectivement, non pas plus que ça, qui sont flashants. Mais après, même ça, je suis habillé en Saint-Laurent, ça ne va pas. Mais voilà, donc ça ne me plaisait pas du tout dans le film, et au contraire, je trouve que ça marche bien. C'était. Vous savez, des fois, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir un ticket de loterie, une carte blanche, et franchement, les conditions posées dans cette carte blanche, elles allaient dans le sens de ce que je lui ai proposé, donc tout s'est fait dans la plus grande joie. Et d'ailleurs, le film, comme il n'y a pas d'obligation commerciale, j'aurais pu rendre un film de 6 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, la seule idée c'était de l'exposer à Cannes. Donc il n'y avait même pas de finalité d'exploitation derrière, ni de pression. Donc le film, si j'avais voulu le monter de manière traditionnelle, il aurait fait 90 minutes, parce que vous allez voir à un moment, le film se scinde en 2 écrans et après en 3 écrans. Et si j'avais mis toutes ces mêmes séquences à la queue leu, j'aurais eu un long métrage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a à foutre d'un long métrage? C'est plus drôle si on compresse tout et on partage l'écran en 2 situations parallèles. Et je suis très heureux que grâce à ce merveilleux virus qui s'appelle le Covid,
les salles, il n'y a plus de films américains et des comédies. Et du coup, le film qui fait 52 minutes, qui aurait dû sortir dans une salle Paris, c'est un film de 52 minutes, ça sort sur une salle Paris, maintenant ça va sortir dans plein de salles avec un traitement royal, puisqu'il n'y a pas de film américain. Voilà, au passage, on peut remercier UFO Distribution qui l'a sorti en salle. Merci. Et quand on m'a proposé de le sortir en salle, je me suis dit, vous vous rendez compte, c'est un film de 52 minutes, et je sais que Stéphane, comme Nils, qui est associé à la distribution avec Sabat Potemkin, qui va sortir le DVD derrière, ils m'ont dit, ouais, on va mettre des affiches en métro. J'ai dit, vous allez mettre des affiches en métro pour un film de 52 minutes. Et après, on voit le résultat de la presse, tout le monde, ça excite tout le monde, mais c'est vrai que, je sais pas, un film est un film, et mon film préféré de Buñuel, alors qu'il a fait presque que des films que j'adore, c'est un Chandalou qui fait 16 minutes. Donc, la petite dernière, juste essayer d'expliquer pourquoi un film qui met en abîme le cinéma et qui du coup quand même tend vers une sorte de parodie de tournage, parce que c'est un peu catastrophique. C'est peut-être le film le plus autobiographique que j'ai fait. Ah. Je sais pas. Vous voulez faire un truc, il y a un milieu que je connais, c'est comme voilà, si vous êtes né dans une famille bourgeoise, peut-être vous allez faire une comédie sur la bourgeoisie, si vous êtes né prolo, vous allez faire un truc qui se passe à la DAS. Voilà, au quotidien, je vais voir des tournages d'amis, ou je fais des tournages. En général, ça se passe un peu mieux que ça. Mais c'est un peu le film, c'est un espèce de ramassis de souvenirs collectifs à moi, à Charlotte, à Béa, à celui qui joue le chef-op, tout le monde qui a réalisé, qui a participé à des clips, des pubs, des longs-métrages, a des mauvais souvenirs. Plus il y a deux gens qui travaillent ensemble, qui ne se connaissent pas, plus il y a des égos qui explosent. En politique, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. La suite de la rencontre, après le film, dont vous verrez qu'on ne parle pas sciemment de la fin du film maintenant, parce que c'est quand même mieux que vous l'éprouviez d'abord. Hein? Que le son est très fort. Je pense que le son est fort, et puis si tu trouves qu'il n'est pas assez fort, on le mettra encore plus fort. Bonne chance. Merci Gaspard Noé. Ça va? Analyse cardiaque, Donc on a pris pas mal de temps au début, mais juste après on a pas trop de temps, donc je vais rentrer dans direct, si ça te va. Le film, je l'ai fini l'année dernière, on ne l'avait pas sorti parce qu'il était passé à Cannes. Après, c'est le virus qui est arrivé en papier, etc. Du coup, la sortie a été retardée plusieurs fois. Mais je m'étais retrouvé à l'hôpital enfermé pendant le mois de janvier. Souvent le film, anticoagulant, etc. Et j'avais exactement le même son dans la tête pendant un mois que ça, parce que toutes les machines de et c'est bizarre, putain, c'était un flash forward, je savais que j'allais passer un mois avec ce genre de son en permanence. Je peux pas dormir tellement ça date, c'était 24 heures sur 24 pendant 3 semaines. Tu as anticipé les sons en fait. Ouais, on a toujours une émission du futur, mais là, j'avais le son du futur. Et pour revenir à l'Océana, moi je trouve que dans ce film, par rapport à ce que tu avais fait avant, il y a un ton comique qui est assumé. À cause de moi, c'est à cause des comédies. Vous laissez faire. Et je crois que quand l'énergie est bonne sur le plateau, ça se voit à l'écran. C'est rigolo que tu dois avoir un film. À un moment, je n'ai pas la citation exacte, mais il disait que finalement, plus que le sujet du film ou la réalisation elle-même, surtout ce qu'on voyait, c'est l'énergie qu'il y avait eu sur le tournage. Et que ça transparaît clairement. Je pense que là, on voit qu'on s'est beaucoup amusé. Enfin, et que le temps était court, les gens ils ont mis la dose pour s'amuser. Voilà, c'est pas. On peut même faire un film comme ça de Pasolini. Il est possible que le tournage soit très drôle. Et que du coup, le film à la fin, il pétique. C'est un peu du récit. Après, tu as des films qui sont censés être drôles, qui sont déprimants. Et c'est parce que l'énergie sur le plateau était déprimée. Et du coup, tu n'as peu ou pas écrit dans ce film de dialogue? Non, j'ai même pas eu le temps. C'est un peu comme un film. C'est à ce moment où vous demandez le projet, qu'il a été accepté, que vous tournez.
vous n'avez même pas le temps d'aller chercher une bière au coin de rue. Et vous êtes déjà en train de tourner. Et du coup, vous reposez beaucoup sur le talent des gens que vous avez impliqués dans le film pour faire l'image, pour faire le son, et surtout pour s'amuser devant la caméra parce que vous n'avez pas eu le temps d'écrire le dialogue. Et du coup, effectivement, c'est là quand on est face à des machines de guerre comme Charlotte et Béatrice, on n'a même pas besoin de leur donner des conseils. Vous dites, putain, j'ai posé mes deux caméras, ça y est, ça tourne, j'ai fini mon travail, à vous de jouer, on se retrouve dans une demi-heure. Et je dis, si c'est bien, j'en garderai peut-être 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes ou 30 minutes, mais si c'est pas bien, je ne peux pas. Mais donc, on se retrouve dans une demi-heure, et moi j'allais derrière le moniteur, vous voyez les deux caméras, et j'ai découvert ce qu'elles ont dit en même temps que le film. Et tout à l'heure, tu nous expliquais comment le film s'est monté assez facilement, plutôt tranquille, et ça contraste. Mais je pense que c'était pas parti pour faire un film de 7 heures, c'était parti plutôt pour être un film de 6-10 minutes, mais c'est trop dommage d'avoir cette carte blanche pour faire un truc très court, et ne pas en profiter pour faire le truc le mieux qu'on puisse faire tous ensemble. Et aussi, peut-être, je me suis dit, tiens, c'est pas la peine de faire un film avec Charlotte et Béatrice qui dure juste 6 minutes, ce serait comme. Ce serait comme avoir le ticket gagné en loto et de ne pas aller chercher le coup. Ouais, alors moi je me suis dit quelque chose en regardant Lux Eterna et aussi en regardant l'inversion intégrale d'Irréversible, parce qu'il se trouve que c'est pendant la post-production, si ma mémoire est bonne, de Lux Eterna que tu as eu l'idée de remettre Irréversible dans l'ordre chronologique. C'était en début d'année dernière, de 2019. On a tourné ça en mars ou fin février. Non, en mars, je crois qu'on a tourné ce film. J'ai tourné aussi un clip pour Sébastien dans la foulée, aussi financé par Saint-Laurent. Et aussi en même temps, il disait, tiens, on va sortir l'Irréversible on va remasser l'Irréversible au 60 Blu-ray et au 65. Du coup, j'ai récupéré le master étalonné d'Irréversible. Et je passais ma vie en salle de montage, à la fois pour ce film, pour le clip, on était très productif. On se souvient de monter le clip ou ça, on passait sur Irréversible et tout se fait en même temps sur les mêmes ordinateurs. Et donc c'est assez. Oui, il y a Irréversible qui est sorti, pour ceux qui ne savent pas, il est sorti il y a 26 août. Dans un remontage à l'endroit, le film avant il était à l'envers, maintenant le film il est à l'endroit parce qu'avant il était un film chronologique et maintenant il est dans le sens chronologique. Je ne sais pas s'il est mieux ou moins bien, mais en tout cas il est beaucoup plus clair que le précédent. Et ils vont ressortir le film en Blu-ray comme une phase A et une phase B. Et pour moi l'idéal c'est qu'ils sortent le film en diptyque. D'accord, et c'est quand même assez intéressant au regard de l'expérience de Lux Eterna, parce que si on compare les deux versions d'Irréversible, on a en fait, moi, la façon dont je le conçois, c'est qu'on a l'impression que chacune des deux versions reflète le rapport à la temporalité que tu as pu avoir à certaines périodes de ta filmographie. Par exemple, dans la première version d'Irréversible, on avait ce sentiment de remonter à rebours le cours du temps, et on avait un sentiment très spatial, en fait, on avait un rapport au temps très spatial, et on avait ce truc qui a été beaucoup plus poussé après dans Enter the Void, c'est-à-dire un rapport au temps qui était beaucoup plus anti-chronologique. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans la vie, il y a deux types de temps. Il y a le temps réel dans lequel on n'est pas en train de penser au passé, on pense essentiellement au futur. Et on vit tout en conséquence, en vision subjective. Il n'y a que des courbes que lorsqu'on s'endort. Sinon, c'est la vie, c'est en conséquence, en vision subjective qui va vers l'avant. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps normal. Et après, tu as le temps passé, qui est un bordel absolu, où ça ne marche que par association d'idées. Donc, si on fait un film sur le passé où on engage de la mémoire, qui est encore différent de celui du langage des rêves, mais la mémoire ne progresse pas de manière chronologique. La mémoire, j'essaie de reproduire ça un peu dans Enter the Void, mais c'est super dur d'y arriver, c'est que c'est par association d'idées, par association de personnes, par association de phrases. Un film qui serait écrit dans le langage de la mémoire, c'est un film tellement libre que la moitié des gens ils auraient peur. Parce que il faut essayer de le faire, mais moi je ne suis pas vraiment arrivé. Le mémoire de Tarkovsky a vraiment tenté, mais quand on fait des films, on est toujours très linéaire,
très scolaire. Heureusement, le cerveau humain est beaucoup moins scolaire quand on rêve la nuit ou quand on fait des cauchemars la nuit, et aussi quand on pense à son passé, on est beaucoup plus ludique que la plupart des cinéastes de ce monde. Et c'est enfin, là où je voulais en venir aussi, c'était que par rapport à la deuxième version de Galaxy, donc la version intégrale, on retrouve beaucoup plus ce qu'on retrouve dans Lux Aeterna et qu'on retrouve aussi dans Climax, c'est-à-dire par rapport à la temporalité, où on a une espèce de tension qui monte et on sent le tic-tac, tic-tac, tic-tac de la bombe qui va finir par exploser. Ça, c'est assez marrant. Enfin, moi, j'ai vu ça dans cette chose, que c'est assez marrant de voir comment est-ce que finalement Irréversible en version intégrale fait une espèce de triptyque, presque pour l'instant, avec Climax et Lux Aeterna. Enfin, dans ma tête, hein, ça n'implique que moi. À un moment, en tout cas, quand on a fait les films, on les mélange tous, on ne sait plus dans quel ordre on les a fait. Pour revenir à Irréversible, dans son montage, c'est qu'on va sortir un album du monde dans le chapeau. Je pensais que j'avais un enfant il y a 18 ans et qu'un peu mignon, il y avait un deuxième que je ne connaissais pas, c'est que ma soeur et moi, en plus c'était le sexe opposé. Il avait une jumelle, et tu ne sais plus si tu peux faire aujourd'hui le jumeau ou la jumelle, mais il y en avait deux pour le prix. Mais la vie est pleine de surprises. Par exemple, et ça c'est l'exemple même, c'est de lancer un film et de pas du tout savoir comment on va le finir. Il y a des gens qui font des impros musicales, et un de mes morceaux préférés tous les temps de la pop musique, c'est The Brain de Funkadelic, que j'ai mis dans Love, et celui qui l'a joué, c'était une impro qu'il a fait une fois dans sa vie. Des conseils. Je ne sais pas si c'était exactement le conseil avec lui, mais il y a 15 minutes de guitare qui sont tellement magnifiques que je dis voilà, effectivement, l'impro, ça permet d'avoir des ailes que les choses pas coutumes ne peuvent pas te permettre, et j'ai bien allé sur un tournage sans savoir qu'est-ce que je peux tourner. Et la légende raconterait que, apparemment, ton film aurait été plutôt bien reçu par Monte-Christ, les grillés du cinéma. Est-ce que c'est pas encourageant pour l'avenir du cinéma? Intéressant une ambulance. D'accord. Non, mais c'est juste que ça avait commencé avec Climax, quand il commençait à se passer des trucs louches, tous nos ennemis que tu nous lis, on s'appelle l'humain de toi. J'ai une petite question formelle et une question, je pense, qui était plus intéressante. Question formelle, c'est à un moment donné d'être traversé par l'idée de ne pas mettre de sous-titres. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir les sous-titres? À partir du moment où vous faites des screenings comme ça. Non, mais ouais, les sous-titres, dans un film où tu as des trucs qui sont parallèles sur vos écrans, ça aurait été trop bien d'avoir les sous-titres au son de l'image, parce que quand tu as deux personnes qui parlent, tu es obligé de sous-titrer les deux, mais effectivement, quand tu as deux personnes qui parlent anglais sur les deux écrans, tu as des sous-titres français qui apparaissent sur les deux écrans, mais c'est juste pour respecter les deux espaces. C'est savoir si vous avez été traversé par l'idée de ne pas mettre de sous-titres. C'est ça. De faire quoi? De ne pas mettre de sous-titres. Non, moi, pour moi, je ne suis pas besoin de mettre de sous-titres, je parle anglais, je parle français. Mais je me suis dit, voilà, il y a des gens en France qui ne parlent pas français, non, qui ne parlent pas anglais. Aussi. Des gens en France qui parlent français. Mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, effectivement, c'était bien de le mettre. Mais est-ce que la version qui est encore plus psychotique, c'est celle que j'ai présentée à Cannes, parce qu'on me demande d'avoir une version bilingue. Et en général, je présentais un film en français, il y a des sous-titres anglais pour les spectateurs étrangers. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis des sous-titres et en anglais et en français. Et du coup, quand les gens parlaient en français d'un côté de l'écran, c'était en anglais, et de l'autre côté, c'était en français. Et du coup, il y avait des sous-titres en permanence partout, les fameux sur les 13 écrans. Et franchement, quelque part, c'est la version que je préfère, parce que c'est la plus psychotique. Elle le jeu. Et voilà, l'état d'hypnose encore plus grand. Mais vraiment, vous savez, on est en retard sur tout. Mais vraiment, la meilleure façon de parler de sous-titres, c'est d'en mettre encore plus. C'est la même chose. Sinon, j'ai une question sur. Ce qui est extrêmement drôle dans ce film, c'est l'usage des prénoms. Vous avez vous-même un prénom et un nom qui sont deux prénoms. Est-ce que c'est une private joke par rapport à Saint-Laurent? Sur le générique, tout le monde s'appelle par son prénom. Hein. Louis non, c'est comme si j'avais mis un titre latin, et j'ai mis un titre latin, ça répond d'après maître Charles Cazeneuve, parce qu'à l'époque, on a appelé les gens Marc Aurèle, César, etc. Je dis quoi, c'est pas cohérent avec le titre latin, autant faire un générique comme les génériques des armées romaines. C'était que des prénoms. Marc Aurèle, comment il s'appelait, c'est pas son nom de famille.
Ensuite, là, c'est du coup, Charlotte, c'est Charlotte, et Léa, c'est Léa. Et en plus, j'avais déjà fait une fois un générique pour mettre en côté notre famille, c'était irréversible. Et au moment de se surprendre un peu sur la même, des fois c'est difficile parce qu'il y a un mec qui doit profiter. Je me dis, tiens, j'ai jamais fait un générique juste avec les petits et là, c'est l'occasion de jamais. C'était assez bizarre de demander à Anthony Vaccaro, qui avait été royal avec moi, de dire, excuse-moi, merci pour ce film que tu m'as offert, mais est-ce qu'on peut mettre production Anthony? Et il dit oui, moi je vais mettre Gaspard. Il dit ok, Anthony, mais à prendre la possibilité jusqu'à marquer que la marche funèbre est de Frédéric. Il y a pas je sais pas. Il y a une autre question ici. L'idée, c'est quoi l'autre chose, c'est que la croix avec le triangle, c'est un peu un symbole du feu. Est-ce qu'il y a un autre truc de symbolisme derrière ou pas? Ou c'est juste. La croix avec le triangle, c'est les tombes nordiques. D'ailleurs, c'était dans le film il y a deux extraits de films dans ce film. Il y en a un film qui est magnifique, un film muet qui s'appelle Aksan, qui est sorti en France sous le nom aussi de la sorcellerie à travers les âges, et qui est un documentaire sur la sorcellerie, qui après a été sonorisé avec la musique. Et un autre film de 1942 ou 1943 de Dreyer, qui s'appelle Jour de colère. Et les deux extraits sont là que la croix que vous voyez, elle provient du film de Carl Dreyer qui parle d'Inquisition, et c'était la croix qu'on mettait sur les tombes, et voilà, peut-être c'était pour protéger la religion, on mettait un petit chapeau dessus. Et le bouquin? Le bouquin que tu lis, c'est ça la première question? Avant l'instant, tu disais que tu étais dans le métro, que tu lisais un bouquin de sorcellerie et... Non, dans le métro, je pensais qu'est-ce que je peux raconter. Non, sinon, sur le sujet de la sorcellerie, il y a un bouquin qui est très très bien, qui s'achète, vous allez sur eBay ou sur Amazon. Il y a un petit livre qui vaut 10 € ou 5 € selon les vendeurs, qui s'appelle Le sexocide des sorcières, de Françoise Aubonne, et ça décrit tout ce que c'était que le siècle d'Inquisition, où toutes les femmes libres, toutes les femmes qui avaient été guérisseuses et qui étaient dépossédées dans le métier par les curés qui venaient reprendre le marché de la médecine. Ça raconte tous les massacres qu'il y a eu à cette époque-là. Effectivement, pendant l'Inquisition, 80% des femmes brûlées, c'était des femmes. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Le sexocide des sorcières. Le terme sexocide n'existait pas, mais il est vraiment bien appliqué. Non, je disais bravo et merci, parce que c'est la deuxième fois que je le vois, il est vraiment content. Et à ce sujet-là, depuis que je l'ai vu, j'ai fait un peu votre filmo, j'ai fait 40 sur tous, et là je me demandais, est-ce que celui-là, ça pourrait être le début d'un autre diptyque, un cours suivi d'un bon, par exemple? Une fois, l'origine de ça, c'est un peu comme quand Pasolini, avant de faire un de ses meilleurs films pour moi, l'Évangile selon Saint Matthieu, donc, qui décrit la vie de Jésus et qui a des films où on sent plus l'époque, parce que c'est toujours des films d'époque, on a toujours l'impression que les gens ils viennent sortir de chez le coiffeur, ils viennent sortir du placard, mais on n'a pas cette impression, en voyant l'Évangile sur Saint Matthieu de Pasolini, on a vraiment l'impression d'être dans l'époque, même si la musique ne correspond pas à l'époque. Il avait fait un court-métrage qui s'appelle La Ricotta sur l'impossibilité de filmer l'amant du Christ, et il y avait dans ce court-métrage Orson Welles qui met en scène l'amant du Christ. Peut-être que ça fait un moment que je me dis tiens, j'aimerais bien faire un film d'époque, pas forcément sur l'Inquisition, mais un film d'époque ça demande beaucoup d'argent et ça demande tellement d'attention en main de détail pour que ce soit crédible. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Mel Gibson qui a pu faire un film sur le Christ en araméen ou un film sur les Mayas en maya. J'aime pas les films où tout d'un coup on prend un contexte historique, on parle anglais, en plus on sent le brushing du comédien, c'est insupportable. Moi, après de plomb, je décroche. Donc je me dis, si je fais un film d'époque, un jour, que ce soit un film religieux, un film de guerre, ou n'importe quoi, j'aimerais, pareil, retrouver un peu la langue de l'époque et la réalité de l'époque, mais c'est super bien. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un tournage pour ce que tu as fait pour
intérêt particulièrement pour faire le film, ou c'est plus un mélange de tout ce qui a pu arriver? J'ai fait sur des tournages d'amis qui se passaient mal parce que ils avaient envie de faire un gros film, mais que d'un coup, tu as des distributeurs financiers qui t'expliquent la vie parce qu'ils veulent récupérer leur argent avant même que le film soit distribué. Et plus les films sont chers, plus il y a des coups de pression et plus les gens ils jouent au chef tant qu'ils soient. Mais de ma propre chef, le seul tournage où c'est vraiment parti en couille, ça s'est fini justement parce que je me suis comporté comme Béa et j'ai insulté tout le monde, j'ai insulté le client, j'ai fait une pub pour le ministère de la Santé pour promouvoir l'usage de préservatifs en milieu hétéro, en milieu homo, et le troisième clip qui est en milieu africain, tout d'un coup on est tourné dans des codes de boîtes Saïbras et tout le monde était bien sapé. Maintenant il faut leur mettre des boubous parce que sinon les Français ne vont pas comprendre qu'il s'agit d'Africains. Ils êtes malades. Et du coup, l'agence m'a pris la tête, la cliente bourgeoise du ministère de la Santé m'a pris la tête, et je les ai envoyés péter beaucoup plus que Béa, et le projecteur était de mon côté, et franchement j'ai trouvé ça trop bien, avec tous mes amis réalisateurs, c'est le rêve de n'importe quel réalisateur, de insulter le client et l'agence, c'est ce que j'ai fait, et j'ai été très fier, et même le projecteur me l'a donné. De mes raisons, il fallait faire ça. Effectivement, c'était carrément tout le monde, insulter tout le monde, et c'était très drôle. Il y avait tous les figurants comme ça, qui pouvaient plus, ils disaient, vous n'allez pas me mettre au bout, vous n'allez pas me mettre à bout. Je dis, c'est une connasse du ministère de la Santé qui demande ça. Et bien sûr, j'ai tourné ma version, bien sûr, ils n'ont pas diffusé, et après ils ont retourné un truc intimiste avec entre deux migrants, comme on disait, au bout. Donc, sur cette leçon de cinéma, on va se quitter. Je suis désolé, je sais qu'il y a d'autres questions, même si j'en ai plein. Mais on a attendu. Merci beaucoup, Gaspard. Le film s'en va. Je vous remercie Nico encore, qui prend toujours des risques. On les aime comme ça. On va sortir par là, s'il vous plaît. On tourne dans le CLM, le public est déter. Donc, il faut y aller. Et à très vite.